Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le débat de la rédaction, l'analyse des sujets d'actualité. Et puis au menu de cette émission, nous allons discuter de quelques sujets d'actualité aussi bien au Bénin qu'à l'international. Patrice Talon accueilli en liesse sur les marchés de construction sur les sites de construction de nouveaux marchés. Quel signal pour l'opposition? On a vu le président Patrice Talon accueilli bien sûr par cette dame qui ne cessait de crier ce slogan que vous l'avez tous entendu. Nous n'allons pas répéter ici sur ce plateau. Alors quel signal pour l'opposition? Patrice Talon n'était pas très connu dans ce style, dans ce jeu de bain de foule. Nous allons en parler dans un instant. Situation des anciens préinsérés au Bénin, que deviennent les promesses du président Patrice Talon. Le collectif des anciens préinsérés a déclenché depuis ce jeudi un mouvement de grève. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et bien sûr, au sein de cette corporation. Ensuite, le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire après l'élection de Ouattara pour un troisième mandat. Samedi dernier, 31 octobre, les Ivoiriens, les 7,5 millions donc étaient aux urnes et finalement Ouattara a été donc élu un coup KO, président de la République. Et bien sûr une élection toujours contestée par l'opposition qui de son côté a créé le Conseil national de transition qui a pour président l'ancien président Bédié. Alors la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ressemble-t-elle au scénario de 2010? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer dans les prochains jours dans ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest? La question sera posée tout à l'heure à mes deux confrères qui sont sur ce plateau. Nous parlerons également de la présidentielle américaine. On entend toujours les résultats. Là, j'avance pour le démocrate Joe Biden. Allons-nous vers une victoire surprise de Joe Biden? Et Trump, en ce moment-là, va vouloir certainement, et bien sûr, se ranger, même s'il crie à la fraude et compte donc en saisir certaines institutions américaines. On fera donc le débat. Voilà donc le menu de cette émission du Forum des rédactions. Nous allons dans un instant découvrir les deux invités. Mac Goudjanou, à ma droite, directeur de publication du quotidien Info Zénith. C'est mieux cela. Voilà. Bonjour, Connais. Bonjour, Mac. Et puis en face de vous, Louis Assoba, journaliste indépendant que vous connaissez très bien déjà sur ce plateau. Louis, bonjour. Bonjour, Connais, et bonjour, téléspectateurs de Eden TV. Alors, l'actualité donc au Bénin, oui, ça reste cette visite du chef de l'État sur les sites de construction de nouveaux marchés. Les femmes qui ont accueilli le président Patrice Talon à un moment donné, donc on a tendance à confondre un peu, puisque Patrice Talon n'était pas habitué donc, à ce bain de foule. Est-ce qu'entre-temps, les femmes ont trouvé un autre, je vous aime Bon, merci beaucoup, Connais. Il faut dire que c'est vrai, le chef de l'État a fait cette descente pour pouvoir quand même, selon sa cellule, voir l'évolution des travaux au niveau de ces différents marchés qui étaient aussi importants parce qu'on a délocalisé les bonnes dames à un moment donné pour pouvoir quand même construire les marchés. Et effectivement, dès que vous circulez, vous voyez au niveau de ces marchés que le chantier, ça évolue. Parfois, on vous bloque carrément la voie pour que les machines quand même puissent rester là sur la voie pour pouvoir faire les travaux. Donc, c'était une bonne descente que le chef de l'État a fait. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à voir un Patrice Talon sorti à tout bout de champ comme ça. Donc, sûrement qu'il a calculé réellement le timing, d'accord, et la période, il a calculé, parce qu'il sait qu'on est déjà à quelques pas seulement des élections présidentielles, et c'est pour lui également le moment d'aller prendre la température, voilà, jauger sa température, aller prendre la température de la grande foule, telle qu'on le dit, pour pouvoir voir combien de... Mais est-ce que cela est vraiment déterminant sur l'opinion des Béninois, sur leur vie, d'accord, sur leur pouvoir d'achat, dans la réalité, la perception qu'on a aujourd'hui de la gouvernance Talon, cela ne reflète pas forcément cela. Parce que lorsque vous êtes un chef d'État et que vous sortez, les gens ne sont pas habitués à vous voir sortir comme ça, et que vous décidez de sortir, d'accord, pour aller visiter les lieux, c'est tout à fait normal que les gens, en tout cas quelques curieux ou quelques agités, puissent quand même commencer à scandaler votre nom, d'accord, à scander votre nom et à vous appeler. Donc, pour moi, il faut dire franchement, ce n'était pas bon du tout un événement, d'accord,
c'est un non-événement. C'est vrai que Patrice Talon n'est pas habitué à sortir comme ça. Il est sorti, il a fait le one-man show. Donc, pour pouvoir peut-être rivaliser avec notre international one-man show qu'on connaît. Et on espère peut-être que dans les prochains jours, lui aussi, il nous fera une apparition pour pouvoir quand même rivaliser, pour pouvoir marquer son territoire. Mais mais justement, cette sortie du chef de l'État intervient quand même quelques 3 jours, 4 jours après cette marche des femmes qui se réclament peut-être de l'opposition. Louis Assoba. Bon, moi, je ne vais pas tirer un lien entre cette marche des femmes et la descente du chef de l'État. Tout ce que je peux dire, tout simplement, c'est qu'il y a quand même une intention qui se cache derrière cette descente-là. Au-delà de cette descente pour aller visiter les chantiers, ce qui n'est pas une habitude pour le chef de l'État. Il faut dire, si nous allons prendre le côté politique, on va dire que nous sommes pratiquement à 3 mois, 4 mois des élections. Et le chef de l'État, qui n'étant pas habitué, doit peut-être renouer avec cette habitude-là pour essayer de se rapprocher. Parce que tous les signaux aujourd'hui montrent que le chef de l'État est partant pour être candidat. Et donc, à partir de ce moment, c'est une stratégie pour pouvoir essayer peut-être de se mettre aux côtés de la population, pour voir, pour s'habituer en attendant que les joutes électorales n'arrivent. Encore que, après cette sortie, j'ai eu dit que le chef de l'État va faire une sortie officielle à Parakou. Et donc, quand vous prenez, comment on appelle, toutes ces démarches, vous allez dire que derrière, il y a une intention politique, il y a un plan qui est en train d'être dressé peut-être pour être un peu plus proche auprès de la population. Parce que durant ces 4 dernières années, on n'a pas vu un chef de l'État qui est allé aux côtés de la population pour pouvoir peut-être prendre cette température-là. Donc c'est le moment plus que jamais, s'il rate peut-être cette occasion, si il veut être vraiment candidat et il rate ces petites occasions-là, ça lui serait vraiment difficile de se rattraper. Alors nous allons, si la réalisation le permet bien sûr, suivre le discours du chef de l'État à cette sortie. Accompagné des ministres du cadre de vie et du commerce, du préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, du directeur général de la SOGEMA, le président Patrice Talon a surpris tout le monde en initiant dans la matinée de ce mardi une descente inopinée dans les sites de construction des marchés urbains dans la ville de Cotonou. Une sortie qui intervient après la marche des femmes des marchés pour réclamer la paix le samedi 31 octobre dernier. Par cette visite surprise, le chef de l'État a voulu constater par lui-même l'évolution des travaux de construction. On parle beaucoup d'asphaltage, mais on ne voit pas le reste, on ne voit pas les logements, on ne voit pas les marchés. Or, les marchés, c'est l'âme de nos villes, c'est le commerce, c'est l'économie. Et aujourd'hui, le chef d'État a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien. Il a visité 4 chantiers sur les 9 de la ville. Il a visité certains sites de relogement et il a positivement apprécié l'avancement. Lancé le jeudi 12 décembre 2019, ces travaux font partie du vaste projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux inscrits en bonne place dans le programme d'action du gouvernement. Ces marchés entièrement modernes, dont certains sont de type R+1 et d'autres de plain-pied, comportent des places plus confortables avec des capacités d'accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries et bien d'autres commodités. Occasion pour la ministre du Commerce de rassurer les bonnes dames. Et je voudrais rassurer les femmes. Au début, elles avaient des appréhensions, des inquiétudes. Et là, je suis contente de pouvoir les rassurer, de leur dire que plus d'inquiétude. Pourquoi les marchés sortent de terre? Nous allons améliorer les conditions du commerce. Et quand on améliore les conditions du commerce, c'est la vie économique en général qui est améliorée. Quelques mois après le lancement, le Centre de la rupture a jugé utile et responsable d'aller s'enquérir du niveau d'exécution des travaux et du respect des données contractuelles. Il a été rassuré par les responsables en charge des travaux qui ont renouvelé leur engagement à tenir dans les délais contractuels. Malgré toutes les difficultés de l'année 2020, je mentionne notamment le Covid, fermeture de frontières, fermeture de carrières et ainsi de suite.
Donc malgré tout ça, ITV a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans le délai contractuel. Pas de difficultés considérables. Nous sommes bien accompagnés par la mairie, par l'agence de cadre de vie, le ministère et tous les maîtres d'œuvre qui veillent à ce que tout soit fluide afin de réaliser ce projet. Et je souhaite que nous pourrons respecter cet engagement et livrer le projet à temps. Cette tournée du patron de la rupture a été une opportunité pour les populations mobilisées à chaque étape de la visite de saluer l'engagement et la détermination du chef de l'État à offrir aux usagers des marchés de Cotonou des cadres bien aménagés avec des conditions de vie agréables pour l'exercice de leurs fonctions. Marc Goudjanou, Louis Assoba, oui, on est tous d'accord qu'avec ces projets, quand même, ça changera un peu le visage de Cotonou et des villes en matière d'assainissement, surtout de ces lieux de marché qui drainent beaucoup de foule. Mais le côté politique, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intention qui donc accompagne certainement ces descentes. Alors ici, quel signal pour l'opposition quand on pense que Patrice Talon, après tout ce qui s'est passé, reste un peu impopulaire? Cette sortie démontre peut-être le contraire. Bon, c'est trop tôt de l'affirmer. C'est trop tôt de l'affirmer, bon. Parce que cette sortie, ça semble être comme une sortie préméditée, préparée. D'accord. Il y a beaucoup de chantiers. Je vous dis par exemple, il y a beaucoup de chantiers. Vous vous demandez même, pourquoi le chef de l'État il a choisi d'aller dans les marchés en construction. Et encore, dites-vous, ces chantiers de marché qui sont en construction, c'est des lieux où les femmes ne sont plus, puisqu'on a délogé ces femmes vers d'autres endroits. Oui. Donc, c'est supposé qu'il n'y aurait pas normalement du monde à ces endroits-là. D'accord? Mais vous avez vu qu'après la visite du chantier, le chef de l'État est allé dans les lieux où ils ont relogé les femmes. Et puis, on sait que la femme, c'est l'émotion. D'accord? La femme, c'est l'émotion. Donc, la femme, ne vous imaginez pas, même si la femme, elle est contre vous à un moment donné, et que c'est le chef de l'État, et puis c'est un ou deux qui commencent à ovationner le chef de l'État, tout le monde va rentrer dans la danse. La femme est comme ça. Donc, c'était rien d'étonnant. Donc, c'était comme si c'était préparé et c'était stratégique. D'accord? On va faire la visite des marchés parce qu'on sait que les femmes, vous allez sur un chantier, par exemple, je donne un exemple, sur le pont de Womé, par exemple, qui est en train d'être construit, par exemple. Vous croyez qu'il y aurait la même chose? C'est pas évident. Avant qu'il n'ait même la même chose, qui aura le temps d'aller s'aligner au niveau du pont pour dire on veut accueillir le chef de l'État pour qu'il va à une visite de chantier. Alors, donc ici, on sent déjà que c'est une préparation, que c'est bien préparé et le chef de l'État a su faire son jeu. Et encore que le chef de l'État qui n'était pas habitué, on n'était pas habitué à le voir dans une tenue donnée, il a changé de goût vestimentaire. Je reviens tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de hasard dans cette sortie-là. Alors lui, Assoba, mais quand même, c'est comme si ces femmes ont choisi finalement, ou sont en train de choisir finalement leur camp, puisqu'on a vu la marche, des femmes des marchés pour la paix, la marche a donné à Cotonou. Et puis quelques jours après, la descente du chef de l'État. Et puis spontanément, l'adhésion des femmes. Lorsque vous parlez de spontanéité, moi je ne vois pas une grande foule. Lors de cette descente-là, contrairement à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux parlant des foules pour cette marche des femmes-là, ce n'est pas comparable. Et l'autre chose, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce que ça serait une inquiétude pour l'opposition. L'opposition n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il y a le chef de l'État, après tout, c'est une institution. Et partout dans le monde, que le chef de l'État soit détesté ou pas, quand un chef d'État vient quelque part, il y a toujours cette liesse-là, qu'il soit détesté ou pas, il y a toujours ça. Et donc, aujourd'hui, regardez, même lorsque vous prenez par exemple l'ancien chef de l'État, je veux parler de Boni Yayi, aujourd'hui, quand Boni Yayi descend, il y a toujours cette foule-là. En fait, c'est une curiosité de voir le président de la République, le chef d'État, le numéro 1, descendre pour voir, pour constater. Donc, à partir de ce moment, l'émotion doit gagner. Et donc, dire aujourd'hui que cette émotion que nous avons constatée, cette liesse que nous avons constatée auprès des femmes, cela suffit aujourd'hui pour dire que le chef de l'État est populaire. Non, il n'y a pas. Et aussi, il faut faire une différence entre la foule et le peuple. Ce n'est pas la même chose. Et tout à l'heure, mon vis-à-vis a démontré, si c'était par exemple un pont ou si c'était par exemple un stade qui est en construction, vous n'allez pas voir du monde. Et lorsqu'on parle de marché, la plupart du temps, ce sont des femmes. Et nous savons très bien que lorsqu'on parle de femmes, c'est beaucoup plus l'émotion. Donc, une femme qui vend ses oranges, qui n'a jamais eu
l'occasion, qui n'a jamais eu chef de l'opportunité l'État. de voir le chef de l'État, qui du coup, de façon surprenante, voit le chef de l'État, attendez-vous qu'elle réagisse de façon positive. Et donc, à partir de là, je ne pense pas que c'est déjà un signal fort pour l'opposition. Et je vais également dire, l'opposition ne doit pas s'inquiéter. La seule chose pour laquelle aujourd'hui l'opposition doit s'inquiéter, c'est cette histoire-là qu'on semble, on est en train d'oublier. Je veux parler du parrainage. Si aujourd'hui l'opposition n'a pas un député, n'a pas un maire, et peut-être on parle de cette descente du chef de l'État, je crois que ça c'est carrément un autre sujet. Aujourd'hui, si l'opposition doit s'inquiéter, pas pour cette descente du chef de l'État, mais plutôt pour le parrainage, plutôt pour les élections. Mais le côté quand même le inclusives. plus politisé de cette sortie se ressent dans le slogan. Le slogan de ces femmes, les cris de ces femmes-là. Oui. On ne va pas répéter ici. Non, même si on va le répéter, on a vu ça. Quand on dit talent 10 ans. Mais écoutez, il y a ça. On a dit tout à l'heure. C'est l'émotion. Nous ne sommes pas encore en campagne. Mais disons, nous sommes déjà en campagne. Parce que nous sommes à 4 mois des élections. Et je vais dire même, j'ai été surpris. Bon, je peux dire, cette surprise-là est due à ces réformes, à ces différentes réformes. Sinon, auparavant, 5 ans auparavant, à pareil moment, il y a déjà de liesse un peu partout. Et donc, à partir de ce moment, je trouve que c'est l'occasion idéale pour ces femmes-là de crier leur slogan. Et donc, à partir de ce moment, je ne trouve pas une surprise par rapport à ça. Je dis tout simplement, voilà. Et donc, on n'a pas encore eu cette occasion-là. Peut-être ces femmes-là, qu'elles aiment talent ou pas, n'ont pas encore eu cette occasion-là de crier le slogan qu'elles sont en train de crier. Donc, peut-être c'est une occasion, puisqu'on sait que le chef de l'État n'a pas cette habitude-là. Pour le moment. Je crois que c'est une bonne politique qui a été adoptée. C'est par ces femmes, si éventuellement elles n'ont pas été préparées à la chose, c'est une bonne politique qu'elles ont adoptée. Parce que là, elles sentent qu'on est déjà à l'approche des élections. On voit le chef de l'État sortir, venir vers nous, par exemple. Ah, il faut qu'on l'ovationne. Vous savez, on est à l'approche des élections. Bon, on va dire talent 10 ans. Bon, peut-être en partant, talent ne va pas nous laisser comme ça. Est-ce que c'est fait Est-ce que c'est fait spontanément ou... Non, c'est toujours comme ça. Que ça ne soit pas spontané ou que ça soit prémédité ou pas, une chose est sûre, il y aura le derrière des caméras. Si par exemple, l'hypothèse, si c'était que Boni Yahi peut-être allait être candidat, par exemple, et Boni Yahi observe ou bien fait cette même descente-là au marché, ce sont ces mêmes femmes-là qui ont crié talon 10 ans, qui ont crié Yahi président, Yahi président. Et donc, moi, je mets ça sous le dos de l'émotion, je mets ça sous le dos de tout ce qui entraîne aujourd'hui la femme à voir peut-être bien les femmes au marché, à voir de façon surprenante. Mais vu les rivalités, surtout au plan politique, entre le prédécesseur de Patrice Talon et Patrice Talon, est-ce qu'on peut craindre très bientôt une réponse de l'homme qui aime les femmes? Non, écoutez, moi je dis tout simplement, vous allez voir. Parce que, attention, son fauteuil est en train d'être... C'est vrai que ces derniers temps... on a observé un Boni Yahi qui est resté calme et silencieux, mais cela ne veut pas dire que, comment on appelle, le chat ou bien le lion qui dort complètement. Il peut rugir à tout moment. C'est pour dire tout simplement, observer avec moi le chef de l'État quand, entre-temps, il a souhaité, comment on appelle, mettre à disposition des travailleurs 15 milliards de francs CFA. La réaction a été prompte. Donc, le chef, l'ancien président de la République, peut-être attendait peut-être les tout prochains jours à voir peut-être une réaction. Ça peut arriver parce que on le connaît pour ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude de répondre promptement, quelqu'un qui a l'habitude de trouver la manière possible. Regardez, je vous donne encore un exemple. Quand cette dame-là a sauvé, je crois que 4 ou bien 5 individus au nord là-bas, parlant de noyade, juste après la réception de cette dame-là par le président de la République, quelques jours après, l'ancien président de la République est allé là-bas pour lui offrir, n'est-ce pas, une moto Bajaj. Donc, à partir de ce moment, vous allez constater que c'est en quelque sorte un jeu de chat et de souris. Donc, c'est fort probable. Oui, tout à fait. Assister peut-être à une sortie de l'ancien chef de l'État parce que c'est quelqu'un qui aime le terrain, on le connaît comme homme de terrain, ce qui est contraire à Patrice Talon. Donc peut-être que d'ici là, on va le voir. Fétiche lui manque déjà, les femmes, je vous aime. Oui, c'est pour ça, c'est pour cette raison même qu'il dira encore peut-être
renouveler son amour, C'est d'accord, ça. et peut-être avec des présents, qui sait. Alors, mais C'est on le revient père maintenant écarté. rapidement, avant d'aborder ce sujet, sur le style vestimentaire du président Patrice Talon sur ce terrain. Ouais, c'est pas que ça. Je sais qu'il faut dire que c'est pourquoi je disais tantôt qu'on n'était pas habitué à voir Patrice Talon dans un style vestimentaire pareil. Donc il est libre hein, de choisir, de porter ce qu'il veut, d'accord. Donc on a constaté que cela a suscité un peu de la tollée au niveau de la toile, au niveau des réseaux sociaux. C'est pour se mettre en évidence, c'est pas... Oui, en fait, c'est également une autre façon de pouvoir s'afficher. De pouvoir donner, dans le système marketing, peut-être, c'est pour pouvoir réveiller le goût chez les autres, d'accord? Parce que là, quand vous n'êtes pas habitué à quelque chose et que vous le faites de façon inhabituelle, là, ça attire l'attention des gens. On dit, mais Patrice Talon, regardez ce qu'il a porté. En même temps, vous avez vu ce que ça a suscité sur les réseaux sociaux. Les gens sont allés chercher le prix de la tenue. Les gens sont allés chercher les tenues que les anciens soldats portaient même depuis la guerre d'Indochine ou qu'ils ont fait modifier. Il y a eu tellement de choses autour. Bon, de toutes les façons, tout ce qu'il y a eu autour, ce n'est qu'à l'avantage de Patrice Talon. Et si on peut le dire, oui, c'est à son avantage. Est-ce que ce style était vraiment adapté pour cette circonstance? Non, mais écoutez, parce que nous parlons, il faut parler peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une intention derrière. Et c'est toujours cette intention. C'est une démarcation. Oui, pour attirer plus qui a l'attention. peut-être poussé le chef de l'État à choisir ce style, ce qu'on ne connaît pas pour le chef de l'État. Et donc, si on va parler, par exemple, en termes de communication politique, il y a ce qu'on appelle la prévisibilité, l'imprévisibilité, et c'est l'imprévisibilité parce que tout le monde ne s'attendait pas. C'est vrai qu'on peut voir un chef d'État, un chef de l'État aller visiter les chantiers, mais tout le monde ne s'attendait pas à ce style vestimentaire. Et ça a déclenché un clic pour les uns et les autres. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique où, quand ça se passe, on récupère ça en même temps. Et donc, moi, je dis, au-delà de ce que mon vis-à-vis a dit, il y a une préméditation, en quelque sorte. Choisir ce style vestimentaire, c'est pour passer également un message. Encore qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. On récupère ça rapidement et on en fait peut-être de buzz. Et ça continue de faire son buzz aujourd'hui. Et donc, marketing, communication politique, tout ça, ça a été en quelque sorte prémédité pour peut-être attirer la foule. Peut-être, qui sait, c'est peut-être le début d'une série d'actions ou peut-être des jours à venir, série de sorties. Des semaines à venir. On aura pas seulement de sorties, hein, on peut avoir peut-être les jours à venir d'autres styles vestimentaires ou bien d'autres manières de parler, tout est possible. Peut-être c'est toute une machine qui est en train d'être mise en place pour pouvoir peut-être permettre en deux. Je vois souvent son doyen Idriss Déby dans ce style. Exactement. Bon, alors, lui, on peut reconnaître comme c'est un soldat. Alors, on évolue. Mac Goudianou, directeur de publication du journal Info Zénith, et puis Louis Assoba, journaliste indépendant. On parle maintenant de la situation des enseignants préinsérés. Louis Assoba, les enseignants préinsérés qui ont déclenché un mouvement de débrayage depuis hier, jeudi. Alors, le mouvement a-t-il réellement été suivi sur le terrain? Et quelle est aujourd'hui la situation? Qu'est-ce qui fait couler autant qu'est-ce qui fait couler autant de polémiques autour de cette corporation? C'est une situation un peu difficile. Parce que tout autant que nous sommes, on a suivi le chef de l'État qui a reçu quand même les centrales syndicales avec les représentants des préinsérés et semble à l'époque être le défenseur de ces préinsérés-là, semble être en quelque sorte celui-là qui est venu siffler la fin de la récréation en parlant de cette histoire de 30 heures et autres. Et je me rappelle encore l'une de ces phrases qui disait aucun aspirant ne sera laissé sur le carreau. Aucun aspirant ayant servi l'année dernière ne sera laissé sur le carreau. Et il a même dit que cette histoire de 30 heures, si on peut revoir ça, ça serait bien. Mais grande a été notre surprise de voir au lendemain de cette sortie, on attribue par exemple 28 heures, 26 heures. Je ne vois pas la différence entre 28 heures et 30 heures. Toujours est-il que quelqu'un qui veut prendre 5 classes par exemple, il n'y a pas une matière qui a pour quota, j'allais dire, 2 heures dans un enseignement général, dans un collège par exemple. Et donc, c'est pratiquement encore la même chose. Et la surprise désagréable qu'on a constatée, c'est que actuellement où nous sommes en train de parler, il y a environ encore 4000 préinsérés ayant servi l'année dernière qui n'ont pas été déployés, qui sont actuellement à la maison. L'autre chose, c'est que parmi ceux qui ont été déployés, il y a certains
qui n'ont pas pu obtenir d'emploi du temps. Parce que quoi? Quand, par exemple, on prend un établissement, au lieu de 20 heures l'année passée, on vous donne aujourd'hui 28 heures, souffrez que si vous étiez, par exemple, 4 l'année passée qu'on a déployé, ça ne peut qu'être pour 3 personnes. Donc, à partir de ce moment, le dernier qui peut-être est venu sur la liste, lui, il est à la maison. Donc, voilà en quelque sorte les situations. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que au-delà de ces 26 heures jusqu'à 28 heures, il a été dit, le chef de l'État même a dit qu'il y aura une compensation. Mais lorsque vous prenez la situation aujourd'hui, quelqu'un qui a pris 20 heures, 22 heures l'année passée, aujourd'hui qui a pris 26 heures, 28 heures, c'est le même salaire. C'est ça. Quand ils sont partis pour signer le contrat, c'est le même salaire. À partir de ce moment, on se demande, mais où est la volonté du chef de l'État? Et je dis du chef de l'État, de ces autorités-là. Et que sont devenues les promesses? Que sont devenues vraiment les promesses? Les promesses n'ont pas été respectées en quelque sorte. Je me demande, mais est-ce que l'autorité est en train de bafouer ce que le chef de l'État a dit? L'autre chose qui est hallucinante, c'est que pour justifier ce forfait-là, moi je dis forfait parce que les gens ont travaillé l'année passée et cette année, vous dites qu'ils sont à la maison parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de réussite. Comment se fait-il que l'année passée, vous les avez déclarés admis? Ils sont allés sur le terrain. Ils ont travaillé. Ils ont exercé. Ils ont contribué même à l'amélioration des résultats. Malgré le Covid-19 de l'année passée, les résultats de l'année passée ont été l'un des meilleurs résultats de ces dernières années. Et donc, ceux-là qui sont à la maison aujourd'hui ont contribué. Mais aujourd'hui, on brandit l'argument selon lequel ceux-là qui sont actuellement à la maison, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de réussite l'année passée. Et c'est vraiment un peu gauche, je vais dire. Alors, Marc, ça devient une confusion totale. Effectivement, il faut noter qu'on ne sent pas une franchise des acteurs de l'éducation avec ces préinsérés. Et généralement, surtout les autorités. Moi, je me dis, oui, surtout, je me dis, c'est comme s'ils ne se mettent pas un peu à la place de ces préinsérés. Nous sommes dans un environnement où l'emploi est précaire. Vous avez décidé d'employer les gens, de leur donner au moins le minimum, donnez-leur. Ne les traitez pas comme des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. C'est des gens qui ont des familles, c'est des pères de famille qui ont des gens à nourrir, qui ont des responsabilités. Et du moment où, parfois même, malgré certains, ils se sont mis dans le métier, ils se sont donné corps et âme. Vous savez que parmi ces préinsérés, il y en a qui ont encore des arriérés d'heures supplémentaires. Et quand on parle des heures, par exemple, telles que mon confrère l'a dit, il y a une compensation qui doit être faite, normalement, puisque on est passé d'une heure X à une heure Y. Donc, c'est d'autant normal qu'on doit faire au moins des augmentations d'heures supplémentaires. Tout à fait. Ces augmentations d'heures supplémentaires qui n'ont pas été encore prises en compte. Il y a eu des arriérés qui sont encore restés là. D'accord. Ça fait tellement d'éléments qui ne motivent pas en réalité ces enseignants à encore reprendre la crête pour cette année-ci. Et si, à un moment donné, ils ne se concèdent pas pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'ils vont rester là et on va briguer leurs intérêts. Imaginez un instant, même au niveau des contrats qu'on leur fait, par exemple. C'est des gens qui exercent, mais on restreint leur contrat. Or, au lieu de leur faire un contrat d'1 an carrément, on réduit les contrats à 9 mois. D'autres, 8 mois. D'accord. Ou ça veut dire que le temps où l'enseignant aurait fini de donner les cours, le peu de temps qu'il va rester à la maison, ne dépendant pas de lui, parce que normalement, quand vous travaillez à plein temps, vous méritez au moins un repos. Le repos qu'on donne aux enfants en tant que vacances, on donne également ce même repos à ces enseignants-là. Souffrez de les payer au moins, sinon comment ils vont survivre? Imaginez même parfois certains quittent carrément leur milieu de vie, sont carrément ailleurs. Oui. Or, vous savez que les dépenses sont quotidiennes. Et ce qui puise beaucoup plus chez l'homme, chez nous ici, c'est le manger. Le manger, le déplacement. Quand ils vont finir d'enlever tout ça là, qu'est-ce qui va leur rester? Quels fonds ils vont mettre à disposition pour économiser un peu et pour pouvoir également prendre en charge cette période morte là où ils ne pourront pas avoir de gains. Donc, ce qui est important, c'est de leur au moins faire un contrat d'1 an. Ça ne coûte rien à l'État de le faire parce qu'ils apportent de la qualité, ils apportent un plus à l'éducation. Et il faut que le ministre même de l'éducation pense qu'il lui-même, il a pris pas quelque part avant d'être là où il est. Et quand il a pris pas quelque part, il a eu à traverser des difficultés également. Et il doit se mettre également dans la peau de ces enseignants qui sont parmi eux, il y en a qui sont peut-être ses enfants à lui aussi. Alors, mais ce qui paraît quand même assez surprenant dans cette affaire, est-ce que l'expérience après 1 an, est-ce qu'on n'a pas su tirer les réelles conclusions avant de se lancer dans la deuxième
année d'expérience, parce que ça va faire la deuxième année d'expérience maintenant avec l'aspirana ou préinséré et autres. Est-ce que les autorités n'ont pas véritablement fait le bilan? Mais je crois que même si ces autorités-là, si ces autorités-là devront montrer leur bonne foi, ils diront tout simplement que l'expérience a été une bonne expérience. D'autant plus qu'entre-temps, celui qui a appelé aujourd'hui préinséré était un vacataire qui avait 3-4 collèges, qui parcourait 3-4 collèges, qui aujourd'hui a été sédentarisé dans un même collège qui a pris 20 heures. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, que les résultats de l'année dernière, n'oubliez pas que les préinsérés forment aujourd'hui 80% environ de cet effectif-là qu'on a dans les collèges. Parce que vous rentrez dans un collège, par exemple, sur 100 enseignants, vous trouvez environ 80, voire 85 préinsérés. Et donc, majoritairement, je pourrais dire que ce sont ceux-là qui ont participé à l'amélioration de ces résultats. Et n'oubliez pas, lorsqu'on parle même d'aspirants, moi je dis c'est un terme péjoratif, parce que la plupart de ces enseignants ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, 15 ans d'expérience. Et ce sont eux-mêmes qui, avec les frais par exemple de vacation, sont allés se faire former dans les écoles normales. Il y en a qui ont le BAPES, et il y en a qui ont le CAPES, il y en a maîtrise et autres. Et donc, ce sont des enseignants en situation de classe, des gens qui ont l'expérience. Ils participent à les travaux de fin d'année en matière de correction et autres. Donc, à partir de ce moment, l'expérience a été une très bonne expérience. Et du coup, cette année même, au début, vers la fin de ces vacances-là, l'autorité a même dit que tous ceux-là qui ont enseigné l'année passée devront être reconduits systématiquement. Ce qui fait que je vous donne un cas palpable. Un préinséré qui, l'année passée, a composé dans le littoral, qui, malgré lui, a été envoyé à Banikwara et qui est sorti pratiquement de 4 mois sans salaire, est obligé d'aller prendre service là-bas, laissant sa famille à Cotonou, est parti à faire les 9 mois et est revenu. Est revenu puisque l'autorité même a dit que désormais, ils seront reconduits. Automatiquement, il est parti là-bas avec sa famille. Et il va là-bas, il découvre que son nom est sur la liste, mais il va dans l'établissement, il constate qu'il n'a pas eu d'emploi du temps. Comment celui-là peut gérer sa situation? Donc, il y en a des cas, vous avez constaté même des cas de suicide, on en a connu. Donc, à partir de ce moment, je pense que l'autorité aujourd'hui, qui quand même devrait normalement dire c'est une bonne expérience, fait aujourd'hui de sous-oreille, en quelque sorte de matérialiser en quelque sorte cette catégorie. Est-ce qu'il y a un peu de négligence Oui, c'est la négligence totale. Ou c'est le statut qui pose problème? Même si le statut pose problème, si on devrait accorder une légitimité à l'éducation béninoise, si on devrait avoir l'idée selon laquelle, en réalité, aujourd'hui, l'effectif, le plus grand effectif dans les collèges, ce sont ces enseignants préinsérés-là. On ne devrait pas les traiter comme ça. On devrait en quelque sorte donner le minimum. Et donner le minimum aujourd'hui, ces préinsérés ne réclament pas de millions. Ces préinsérés ne réclament pas, en quelque sorte, un salaire un peu décent avec peut-être quelques émoluments, c'est tout. Ces préinsérés réclament à ce que ces 4000 préinsérés avec qui ils avaient travaillé l'année passée, qui sont actuellement à la maison, pour une raison qu'on ignore, ces préinsérés réclament que ceux-là reviennent pour prendre les heures, pour que tout le monde aille à 20h, 22h. Et l'autre chose, n'oubliez pas, sur le plan pédagogique, si les inspecteurs, les CP, ceux-là qui ont en charge aujourd'hui l'éducation, s'ils devront dire la réalité pédagogiquement, 28 heures, ce n'est pas faisable. Et lorsque vous prenez un professeur d'histoire géo, c'est pratiquement 8 classes qu'il doit garder en une semaine. Et lorsque nous allons par exemple à Cotonou, regardez les effectifs. Vous rentrez dans un collège par exemple, c'est jusqu'à 70 élèves. 70 élèves fois nombre de classes, fois nombre de copies. Et donc lorsque vous voyez tout ça, alors que l'enseignant, c'est avant les classes, pendant les classes et après les classes. Parce qu'avant les classes, il devrait préparer sa fiche. Pendant les classes, il devrait dérouler normalement le cours. Et après les classes également, il devrait corriger les copies. Alors, et donc, lorsque vous prenez tout ça, vous vous dites quel temps dispose maintenant cet enseignant qui a 28 heures pour faire correctement le travail. Alors, mais Marc Goudjanou, cette situation bien décrite, Papa Louis, la situation des enseignants préinsérés. On dirait j'ai en face de moi un aspirant ou un préinséré. Alors, je veux tellement bien la situation. Alors, mais ma question, c'est quand même, c'est un peu contraire à ce que nous avons entendu dire du programme d'action du gouvernement.
les priorités en matière d'éducation, on a encore l'impression que les discours restent autres et que l'action sur le terrain est carrément... C'est comme il y a un grand pas entre ce qui est dit et ce qui est fait, en réalité, avec le gouvernement en place. Parce que, et ce qui me chagrine beaucoup plus souvent, ce sont ceux qui sont à la tête, d'accord, de ces institutions de l'éducation, qui sont même des acteurs de l'éducation depuis longtemps et qu'on met là pour améliorer la situation. Même les professeurs. Oui, c'est ça, c'est pour dire même voilà. Donc, ce sont ceux-là qui devaient même mieux comprendre la situation et mieux améliorer la condition de ces gens-là. Mais ce sont ceux-là qui les plongent beaucoup plus davantage. C'est le fort du Béninois. Mettez quelqu'un qui est très spécialiste de la santé au niveau du ministère de la Santé, les agents du ministère de la Santé auront plus de difficultés. Ça a été toujours comme ça. On met quelqu'un qui est de l'éducation au niveau de ce secteur et vous voyez combien de fois les enseignants sont traités, combien de fois ils ont été malmenés. Ça prouve vraiment un véritable problème parce qu'il faut dire que ces enseignants sont dans de véritables soucis et qu'il faut généralement que... qu'est-ce qu'il faut repenser? Parce que, c'est tel que vous l'avez déjà dit, voilà qu'il y a un grand fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait. Qui croit à quand maintenant ces réformes? Donc, cette lutte qui a été entamée par ces aspirants, ces préinsérés, est une lutte noble, d'accord, et très respectable. Mais est-ce qu'ils auront maintenant gain de cause? Parce que c'est ce qu'on va voir. Ici, puisque vous êtes payé par le nombre d'heures, si vous ne faites pas les cours, vous allez en grève, c'est que c'est vous qui perdez. Exactement. Oui. Est-ce que ça ne fragilise pas la lutte? C'est déplorable. Parce que, vous voyez, c'est comme si l'autorité a étudié en quelque sorte la psychologie de ces préinsérés-là. Parce qu'un préinséré qui sort des vacances sans salaire, qui a fait 3 mois, 4 mois, qui a de dettes, qui doit peut-être à son propriétaire, qui doit à cette dame-là qui vend des divers et autres, qui aujourd'hui se trouve face à cette situation, même si on dit peut-être, même si on réduit encore le salaire, face à cette situation, il va accepter malgré lui. Et c'est déplorable. Normalement, on voit que l'autorité, en quelque sorte, est en train de chosifier ce qu'on appelle la carrière de l'enseignant. Et aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans les collèges, vous dites, vous rentrez dans une classe, vous demandez qui veut être enseignant dans cette classe, vous ne verrez aucun élève. Et le piège qui guette, le piège qui guette beaucoup plus ces acteurs, c'est quoi? Lorsque vous démotivez tellement les gens, ils ne seront pas à même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et qu'ils ne croient pas que parce que l'année passée, on a eu un meilleur résultat avec ceux-là, et qu'on les traite de cette façon, qu'ils ne s'attendent pas à avoir un résultat du genre. Parce que si les gens ne sont pas motivés, s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, comment ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes? D'accord, ils veulent qu'on aille faire les cours. Ils nous donnent 28 heures. Alors, d'accord, 28 heures, je viens faire 2 heures de cours. D'accord, je viens à la classe, je laisse les enfants bavarder pendant toute 1 heure et demie parfois. Et c'est en 30 minutes peut-être que je déroule la petite partie de mon cours et je rentre chez moi. C'est ce à quoi on va finalement arriver. S'ils n'essaient pas en tout cas de jauger, de voir le pour et le contre, le pouvoir. Mais quand on s'est rendu compte quand même de la masse horaire, des effectifs pléthoriques et du besoin sur le terrain, pourquoi ne fait-on pas un bon plan de recrutement ou pourquoi n'essayons pas de mettre à la charge de ceux qui sont déjà recrutés sur le terrain? Est-ce que vous savez que pourquoi on n'implique pas ceux qui sont les permanents dans cette bataille que d'exploiter ceux qui... Mais écoutez, ils vous diront que le permanent a déjà un contrat bien signé, bien déterminé, reconnu par l'organisation. On ne peut pas l'utiliser tel qu'on est en train d'utiliser le préinséré. Et on voit que le préinséré, il n'a pas de statut. Voilà. Et donc, par conséquent, il faut l'exploiter à fond. Et c'est grave. Au-delà même de cette chosification, de ce qu'on est en train de commettre aujourd'hui sur le préinséré, la première victime, c'est l'élève. La première victime, ce sont les parents d'élèves. Parce que, imaginez, je vous donne encore l'autre face, n'est-ce pas, de cette situation-là, c'est cette histoire de bivalence. Aujourd'hui, on laisse un professeur qui peut-être a fait les mathématiques l'année passée, qui n'a pas atteint le seuil et qui est resté à la maison. Et on prend quelqu'un qui, dans une autre matière, est meilleur dans une autre matière et on vient lui confier les mathématiques. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Quelqu'un qui on a testé, peut-être, comment on appelle, en français, ça n'a pas marché. Peut-être il a eu 8, 9 et il est resté à la maison. Mais l'autre, on l'a testé en histoire-géographie et il a eu 18. Mais lui, il est sur le terrain et on lui confie le français. Lorsque vous prenez peut-être ces dysfonctionnements, vous vous demandez, mais
finalement, pour quel résultat? est-ce que la victime, L'avenir c'est des le enfants, préinséré voilà. ou les élèves et les parents d'élèves? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on veut former en quelque sorte une génération qui ne serait pas capable demain de tenir devant les autres générations peut-être des autres pays. Et donc, c'est difficile. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est comme une bombe à retardement. C'est comme si Et on demande les à pots un cassés- kinésithérapeute d'aller soigner un enfant. Tout à fait. C'est comme si vous avez mot de cœur, vous allez voir peut-être un dentiste. Qu'est-ce qu'un dentiste va faire pour quelqu'un qui a un mot de cœur? Ça serait difficile. Hein? Quelqu'un qui a les mots Dieu n'a qu'à aller voir peut-être un ophtalmologue voilà. au lieu d'aller voir un dentiste. C'est ça. À partir de ce moment, je trouve que au niveau de l'éducation, on ne devrait pas commettre l'erreur qu'on est en train de commettre maintenant parce que les retombées, ça ne serait pas maintenant, ça ne serait pas demain. On va croire qu'on est en train de faire l'économie parce que au-delà de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ça se résume en quelque sorte le fait qu'on est en train de faire de l'économie à l'État. Et je ne pense pas qu'on puisse faire de l'économie en matière d'éducation. Vous pouvez aller faire ça dans le transport, dans le tourisme, etc. Mais l'éducation, c'est le socle de développement de toute une nation. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, attendez-vous 5 ans, 10 ans, 15 ans à voir les pots cassés. Et ces pots cassés-là, ce ne sont pas ces préinsérés-là parce qu'ils vont faire le travail, ils vont gagner leur salaire, ils vont partir. Mais ce sont les élèves qu'on est en train de former, ce sont les parents d'élèves qui investissent. Voilà. Ce sont eux-là qui vont ramasser les pots cassés de cette situation. Regrettable quand même cette situation. Marc Dianou, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. On va évoluer rapidement, parler de l'actualité africaine dans la sous-région, le conflit post-électoral, oui. On craignait ce conflit, mais finalement, c'est là, la Côte d'Ivoire, la réélection de Alassane Ouattara pour un 3e mandat, bien sûr, élection contestée par une bonne partie de l'opposition, Marc Dianou. Voilà, la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est encore au bord peut-être d'une autre grave crise post-électorale. Oui, il faut dire que même avant ces élections, on redoutait un peu déjà la chose. Parce qu'on avait vu le cas de ces exilés politiques qui ont quitté le pays, d'accord, et en même temps qui, à travers des messages, menaçaient, et puis le président Alassane Ouattara qui répondait également. Donc, on a vu la concrétisation de la chose lors de ces élections-là, où on a vu beaucoup de bureaux, beaucoup de bulletins de vote qui ont été brûlés, saccagés dans plusieurs endroits du pays. On n'a même pas compris par quelle alchimie on est arrivé à ce taux de pourcentage, à une participation comme ça. Moi, je n'ai pas compris. C'est vrai qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on a les échos. On a des parents qui sont là-bas. Des parents qui ne sont pas du tout sortis de chez eux pendant la période des votes, des élections. Moi, j'ai ma famille qui est là-bas, j'ai ma soeur qui est là-bas, qui est en Côte d'Ivoire. Je vous dis, elle dit, on n'est pas sorti de chez nous le jour des élections jusqu'au lendemain. Juste parce qu'il y a eu des violences un peu partout, des tensions un peu partout. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation stable. Pas du tout. On a vu comment la maison du président du conseil de transition, Bédieu, parlait de Henri Konan Bédié, a été encerclée, où il y a eu des arrestations, il paraîtrait. Et il s'est fait même que récemment, l'ancien président, Laurent Gbagbo, est allé rencontrer le Premier ministre, d'accord, pour pouvoir... téléphonique exactement. Bon, oui, appel téléphonique, pour pouvoir quand même lui expliquer la situation. Voilà, préoccupé par la situation. Et moi, je trouve que c'est une bonne démarche, parce qu'on sent qu'on tend vers le gouffre. On ne veut pas revivre la même situation qu'en 2010. Alors pour cela, c'est que tous les acteurs doivent jouer leur partition. Que tu sois de l'opposition ou que de la mouvance, tous les acteurs doivent jouer parce que ça va encore ramener le pays encore en arrière. Alors pour cela, il faut qu'ils essaient de trouver quand même une solution à la situation. On attend, l'autre chose aussi qu'on attend maintenant, il faut que le chef de l'État prête serment, d'accord, pour qu'on puisse voir vraiment l'effectivité. Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? Qu'est-ce qui est en train d'être préparé par le camp opposé? On ne sait pas du tout ce qui va se passer encore en Côte d'Ivoire. Mais dans cette crise ivoirienne où le dialogue à un moment donné a rompu complètement parce qu'on a vu le langage complètement séparé entre l'opposition et le pouvoir à la mouvance, le pouvoir qui maintenait quand même sa logique d'organiser l'élection et le boycott tardif lancé par l'opposition. Est-ce qu'on n'a pas raté le moment peut-être d'éteindre ce feu qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est en train d'embrasser petit à petit la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que les institutions africaines ont pu faire
pour rapidement ramener les uns les autres. Parce que la tension au sein de la classe politique est aujourd'hui tellement tendue que on a comme l'impression qu'on repart pour une autre grave crise. Et Dieu sait jusqu'à quand cela peut. Écoutez, lorsque vous parlez d'institutions, moi je ne fais plus foi à ces institutions, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine. Vous avez vu le rapport de leurs rapporteurs, ceux qui sont allés observer les élections, vous avez lu c'est qui la CEDEAO? La CEDEAO, c'est encore Ouattara qui est aujourd'hui là. La CEDEAO, ce sont ces chefs d'État-là qui, en quelque sorte, se soutiennent entre eux. Sinon, aujourd'hui, lorsque vous prenez la situation en Guinée, par exemple, avec Alpha Condé, ces institutions allaient réagir. Mais qu'est-ce qu'on a eu? C'est un silence radio. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, moi, je ne pense pas qu'une institution régionale ou sous-régionale ait son mot à dire par rapport à ça. La seule chose que je peux dire tout simplement, c'est que si la Côte d'Ivoire doit retrouver la paix aujourd'hui, c'est entre les deux partis. Entre la majorité présidentielle, je veux parler du pouvoir en place, et l'opposition. Et je pense que le moment où l'occasion a été ratée, c'est d'abord du côté du pouvoir que j'accuse, Alassane Ouattara, qui a déjà fait 10 ans au pouvoir. Alors, mais Louis Assogba, c'est vrai, il faut ramener le dialogue au sein de la classe politique ivoirienne pour trouver une solution durable à cette crise. Mais Ouattara reste quand même la clé de résolution de la crise. Il suffirait simplement pour lui se retirer après 2 mandats quand même. Tout à fait. Il suffirait pour lui de se retirer après 2 mandats. Mais le mal est déjà fait. Et l'autre chose, j'accuse encore cette opposition-là. Parce que n'oubliez pas, peut-être cette opposition-là a peur de ces institutions ivoiriennes qui se chargent de ces élections-là. Sinon, moi, je me dis, mais si cette opposition est arrivée à constater qu'on a que eu 10% de participation aux élections, cela suppose que les 90% étaient favorables à l'opposition. Et donc, entre-temps, il y avait, comment on appelle, Henri Konan-Bédié, il y avait Pascal Affi-N'Guessan. Il suffisait pour les deux de se comprendre en quelque sorte pour désigner un candidat pour participer aux élections. Peut-être on en serait actuellement au second tour. Et là, tout le monde pouvait se rallier à cette opposition-là. Peut-être ça a manqué. Je ne sais pas. Lorsque je prends par exemple le cas du Sénégal dans les années 2012, si j'ai bonne mémoire, c'était pratiquement la même situation avec Abdoulaye Wade qui tentait d'aller aux élections. Mais toute l'opposition s'était rangée aux côtés de Macky Sall pour aller aux élections. Ils n'ont pas fait la politique de chaise vide. Et ça a payé pour Macky Sall. Peut-être, je pense que c'est ça qui a manqué à l'opposition. Mais aujourd'hui, puisque les dés sont jetés en quelque sorte, il va falloir que Alassane Ouattara, puisque c'est lui seul aujourd'hui qui détient la clé en quelque sorte de la résolution de cette crise-là. Sinon, on risque d'avoir une Côte d'Ivoire qui va encore commencer avec les vieux démons, ce qu'on a constaté en 2010. Et ça serait dommage pour le pays. Et très rapidement, un mot sur la présidentielle ivoirienne, Marc Goudjanon, Donald Trump qui devrait peut-être s'apprêter déjà à quitter la maison. On ne sait pas, les décomptes sont toujours en cours, mais Joe Biden a largement en avance. Oui, il faut reconnaître que pour les présidentielles aux États-Unis, on a assisté à quelque chose d'inédit, ce à quoi on n'était pas habitué. Mais il faut remarquer qu'on a eu un Trump qui est un président des États-Unis à qui on n'était pas habitué. On n'était pas habitué à voir un président aussi agité, d'accord, qui aime aussi tant les réseaux sociaux, toujours cru, voilà. Et qui menace aujourd'hui de poursuivre Joe Biden au niveau des instances judiciaires parce qu'il dit qu'il crie à la fraude. C'est quand même rare. Hein. C'est quand même rare aux États-Unis où là-bas on prône déjà que c'est l'un des pays les plus démocratiques au monde, d'accord. Et on n'a jamais rencontré cette situation-là lors des élections. Et que ce soit lui qui amène cette situation, on comprend mieux. Parce qu'en temps, on se rappelle qu'on l'accusait même que lors des élections avec Hillary Clinton, qu'il avait fraudé avec l'aide peut-être de la Russie en temps. Et c'est normal qu'aujourd'hui, que ce soit lui qui attire alors qu'ils disent qu'il y a fraude parce que croyant qu'ayant utilisé un moyen comme ça par le passé, il croit que les autres ont utilisé peut-être le même moyen pour pouvoir réussir aujourd'hui. Donc c'est le voleur qui crie au voleur. Alors Trump a été surpris, on dirait, lui à ce moment. Non, moi je n'ai pas été surpris à voir la mandature, n'est-ce pas, de Donald Trump. Et aujourd'hui, l'une des causes peut-être, il faut parler de cette gestion de Covid-là. En dehors de cette gestion, il y a aussi ces démêlés qu'il a avec la Russie, la Chine, l'attaque et autres. Vous voyez, tout ça là peut-être à payer. Et moi, je dis, les partisans aujourd'hui de Donald Trump, c'est beaucoup plus l'émotion. Ce sont des gens, en quelque sorte, qui aiment Donald Trump avec sa manière d'agir, sa manière de parler et autres.
c'est vrai, il a aussi peut-être un bon bilan, parlant par exemple sur le plan économique, également la réduction de chômage et autres. Et surtout, il a su maintenir le niveau de l'économie américaine. Le niveau de l'économie et tout ça là, a été très affaibli par le Covid. A joué un peu en sa faveur. Mais au-delà, il y a cette manière-là, sa position vis-à-vis des autres grandes puissances. Peut-être ça là aussi, ça a balancé un peu du côté de Joe Biden. N'oubliez pas, il y a par exemple des accords qui ont été rompus avec Donald Trump. Il y a par exemple que Donald Trump a quitté, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale de la santé. Et lorsque vous prenez Joe Biden, à chaque fois, il ne fait que prôner en quelque sorte la paix, le dialogue. Peut-être tout ça là a joué en faveur de Joe Biden et c'est ça qui vous allez voir qu'au niveau des décomptes aujourd'hui, ce qui ralentit beaucoup plus, par exemple, ce sont les votes par correspondance. D'accord. Et il faut dire que c'est Joe Biden qui a été celui qui a beaucoup plus prôné les votes par correspondance parce qu'il a dit nous sommes dans une période où la Covid sévit énormément et il ne faut pas laisser les citoyens prendre le risque d'aller massivement au bureau de vote. Alors, le mieux, c'était de voter par correspondance, ce que Trump n'a pas voulu faire. Et ce sont les votes par correspondance qui ralentissent aujourd'hui les résultats. Et Trump veut qu'on interrompe les décomptes maintenant. On va continuer les décomptes jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a un petit nœud là que beaucoup ne perçoivent pas. C'est quoi? Normalement, aux États-Unis, chaque État avec sa loi. Donc, à un moment donné, par exemple, dans certains États, il est dit que, par exemple, à la fin, à la clôture, par exemple, on ne doit plus normalement décompter les bulletins qui vont venir après, par exemple. D'accord. Donc, du coup, on doit quand même voir quel bulletin est arrivé réellement réglementairement. Or, dans un même autre État, quoi qu'en soit le délai dans lequel le bulletin est arrivé, on va décompter ça. Donc Trump est en train de jouer sur tous ces atouts-là, mais néanmoins, pour le moment, il n'a encore apporté aucune preuve qu'il y a fraude ou non. Tout ce qu'il est en train de faire, il va spéculer. On constate qu'on ne veuille pas une certaine maturité de la démocratie américaine, qui est d'abord l'exemple au plan mondial, puisqu'on voit l'alternance se dessiner. Oui, et l'autre chose, il faut avoir confiance en ces institutions, il faut avoir confiance en ces institutions qui sont très très fortes aux États-Unis. Et qu'on le veuille ou non, s'il y a fraude, je parie que ces institutions-là vont donner les raisons. S'il n'y a pas fraude, attendez à ce que Joe Biden remporte. Merci à vous, Louis Sogba, journaliste indépendant, Marc Goudjanou, qui est journaliste, directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Et merci également à toute l'équipe technique, Igor Ntondi, Jean-Baptiste Bokor, Ariane Agbo-Matin Toyicien. On a donc assuré la réalisation de cette émission. Merci également à vous, aux téléspectateurs de Eden Télévision. Au revoir et à la semaine prochaine.